Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette troisième vidéo où je suis encore en vacances, hein. C'est la dernière vidéo de mes vacances, hein, pour un point de marché justement sur cette semaine, hein, du 20 au 26 août. Et puis ensuite, je vous ferai des points de marché plus classiques avec des slides, des graphiques, etc. Là, je suis encore, hein, cette semaine encore en vacances, hein. Je profite, hein, de mes derniers moments de vacances en tenue décontractée pour vous faire ce point. Et le titre de cette vidéo, hein, s'intitule Les marchés ont le blues de la rentrée. Tout comme moi, et oui, parce que effectivement, j'ai beaucoup aimé les vacances, mais voilà, c'est dans ces moments-là que j'envie les personnes qui ont atteint la liberté financière, puisque comme des millions, des dizaines de millions d'entre vous, il faut reprendre le rituel métro, boulot, dodo, ou voiture, boulot, dodo, enfin chacun l'appellera comme il le veut, parce que voilà, il faut bien gagner sa croûte. Alors c'est pas tant le fait de devoir bientôt quitter l'Italie du Sud où je suis en vacances, puisque de toute manière, même si j'étais multimillionnaire, j'aurais été obligé de rentrer en France, puisque mes enfants sont scolarisés. Et de toute façon, que vous soyez au SMIC ou au RSA, ou vous soyez multimillionnaire, de toute façon l'école est obligatoire pour les enfants, et donc de toute manière on ne peut pas rester comme ça en cavale à l'étranger, donc de toute manière, bon, là-dessus j'ai pas tant de regrets que ça finalement, puisque voilà, j'ai des enfants, et je souhaite évidemment, pour rien au monde je leur ferai rater les cours, hein. Je suis assez rigoureux là-dessus. C'est important que les enfants aient une bonne éducation scolaire, avant évidemment que je leur inculque moi une éducation financière, hein, donc des choses qu'on n'apprend pas à l'école, hein, sur justement tout ce qui est placement, investissement. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais voilà, l'école est obligatoire et mes enfants iront à l'école à la rentrée. Donc de toute manière, j'aurais été obligé de rentrer d'Italie du Sud. Par contre, évidemment, si j'avais été libre financièrement, ça ne m'aurait pas gêné de rester à ne rien faire, on va dire, pendant 3-4 semaines en plus, hein, pour rigoler. D'ailleurs, pour prendre une petite métaphore, je prendrais bien des vacances de 6 mois 2 fois par an, quoi. Donc voilà, hein, comme vous tous, on est des êtres humains, et on préfère toujours ne rien faire ne rien faire, hein, que bosser, bosser, bosser. Voilà, c'est humain, on est comme ça. Voilà, donc évidemment, forcément, je vous partage, hein, je ne suis pas libre financièrement, donc j'ai le blues de la rentrée, de la reprise du travail. Bon, après, voilà, bon, dans mon cas, j'ai quand même un CLF, un coefficient de liberté financière de 80, qui fluctue entre 80 et 90%, c'est-à-dire que quand je reçois en début de mois une paye de 100, à la fin du mois, il me reste 80 ou 85. Donc on a un taux d'épargne, j'ai quand même un taux d'épargne important. Je rappelle que un coefficient de liberté financière supérieur à 100%, c'est vous avez atteint la liberté financière. Pourquoi? Parce que si j'ai, mettons, un coefficient de liberté financière à 105%, c'est-à-dire que si je reçois 100 en début du mois, à la fin du mois, j'ai 105. Et on voit que le passage du cap des 100% de ce coefficient de liberté financière est un cap assez important, parce que ça ne dépend pas forcément de vos revenus. Même si vous gagnez 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois, pas par an, mais par mois, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez un coefficient de liberté financière supérieur à 100%, parce que cela implique que vous savez investir. Au-dessus de 100%, c'est le niveau de la liberté financière. Moi, je n'y suis pas. Bon, maintenant, au moment où je vous parle, je suis quand même à 80, 85, 90, donc j'en suis pas loin. Donc c'est ce qui me permet finalement de rendre la reprise du travail un peu moins difficile, un peu moins douloureuse quelque part. Dans mon cas, la liberté financière, le seuil se situe à un niveau de CAC 40 à peu près à 6666 points, avec cette inflation à 5%, donc ça varie, hein. Donc voilà, donc c'est ce qui me permet un peu de dédramatiser cette fin de vacances. Mais c'est sûr que si je pouvais financièrement me permettre d'avoir 3, 4, 5 mois de vacances par an, effectivement
Voilà, je vais pas cracher dessus, hein, on est tous pareils, hein, on est tous pareils. Voilà, donc voilà, je ferme la parenthèse sur moi-même. Alors, donc je ne suis pas le seul, hein, comme le titre de cette vidéo l'indique, à avoir le blues, puisque les marchés financiers, hein, les marchés ont également, hein, de cette semaine, hein, un blues de rentrée scolaire, un parfum de fin de vacances aussi pour les marchés. Donc je rappelle, les marchés ont rebondi, on a eu 4 semaines de forte hausse, 5 semaines de très forte hausse des marchés consécutives, hein, de mi-juin jusqu'à il y a encore 2 semaines. La semaine dernière a marqué l'atteinte d'un plafond, hein. On a atteint un plateau. Je rappelle, hein, le CAC 40 la semaine dernière avait tenté de passer la barre des 6600 points, on est même allé à 6620 points, notamment grâce à LVMH. Bon, je ne vais pas m'attarder sur LVMH, je vous saoule beaucoup avec ça. Et puis le CAC 40 a reflué un petit peu la semaine dernière, mais cette semaine, on a vraiment eu une vraie correction, un vrai retournement des marchés, puisque, alors, que le CAC 40 bute sur 6600 et redescendre, reprenne son souffle, ça, je m'y attendais, comme beaucoup, hein, beaucoup d'influenceurs en parlaient déjà, hein, je ne suis pas le seul. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que la zone des 6500 n'a pas tenu. C'est-à-dire que le CAC 40 a enfoncé 6500 points, alors qu'il aurait pu reprendre son souffle sur 6500 avant de recasser 6600. Il a enfoncé 6500 cette semaine, il a enfoncé très rapidement les 6400 pour aller venir chercher les 6330. Là, on rebondit, mais le CAC 40 s'installe au moment où je vous parle en dessous des 6400 points, les 6400 qui tendent à devenir une résistance pour le CAC 40. Alors c'est pareil aussi pour le Dow Jones, hein, le Dow Jones qui avait tenté de passer les 34 000 points, il les avait franchis il y a de cela une semaine, et puis on a enfoncé 34 000 points, et on a même enfoncé momentanément la zone des 33 000 points. Donc on a des indices cette semaine, hein, qui sont chahutés, donc après une première semaine, donc il y a une semaine, on a eu une première semaine baissière après 4 semaines consécutives de forte hausse, et là cette semaine-là, au moment en tout cas où je fais cette vidéo, semble être parti pour une deuxième semaine consécutive de baisse, même de baisse assez marquée des marchés. Alors cette baisse sur les marchés actions s'accompagne aussi d'une tension sur les taux d'intérêt. On a les taux qui remontent, hein, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc on a des taux qui remontent avec de nouvelles craintes sur l'inflation et sur la manière dont les banques centrales vont réagir face à l'inflation. La banque centrale américaine, la Fed, a laissé entendre qu'elle allait poursuivre son resserrement des taux, et donc du coup, ça évidemment les marchés ont pris peur, hein, ont pris peur, et donc du coup on a eu d'où ce mouvement de correction des marchés actions. Alors évidemment, hausse des taux, crainte de resserrement monétaire, tous les marchés, hein, beaucoup de marchés ont été durement touchés, hein, cette semaine, ont beaucoup souffert. L'argent qui a encore baissé, qui est repassé en dessous des 19 $ de l'once, hein. Je rappelle que on a quasiment tutoyé les 21 $ l'once il y a encore une semaine et demie. On a très vite rebuté sur les 20 $ l'once, et comme la zone des 6500 points pour le CAC qui n'a pas tenu pour le CAC 40, la zone des 20 $ l'once pour l'argent n'a pas tenu, et on a vite tombé vers les 19 $ l'once, que l'on a même momentanément enfoncé. Donc attention pour l'argent, pareil pour l'or, hein. L'or a lourdement rebaissé en dessous des 1800 $ l'once, il a même cassé les 1750 $ l'once, hein. Là on est aux prises avec cette zone là. Alors est-ce que cette zone va redevenir résistance? Si tel est le cas, l'or pourrait aller chercher ses records de faiblesse qui datent de 2 ans, revenir tester la zone des 1690 $ l'once. Donc on voit que les métaux précieux sont chahutés. Les cryptos aussi, hein, souffrent pas mal, hein, souffrent beaucoup. L'Ethereum qui avait bien performé, qui avait surperformé le Bitcoin, a bien rebaissé. On avait tutoyé les 2000 $ le Bitcoin, l'Ethereum. On revient se poser sur 1500, donc une forte baisse. Le Bitcoin qui était venu
tutoyait les 25 000, là on est aux alentours, on est vers les 20 000, 21 000, donc pareil, forte baisse. Donc on a quand même de nouveau des actifs qui baissent en cascade. Alors on a quelques exceptions, quelques actifs qui résistent bien. Je vais vous en citer, enfin qui ont même augmenté. Alors sur les cryptos, on a EOS. Alors EOS qui résiste très très bien, qui est à 1,54 dollars par unité d'EOS. Donc EOS c'est une crypto. Alors je ne connais pas les spécificités de cette crypto, hein. Je suis pas un expert en crypto, hein, donc pas trop de questions pointues sur les cryptos. Je vous en parle parce que j'en ai dans mon portefeuille, hein. J'ai une allocation d'actifs en crypto-monnaie, hein. J'ai du Bitcoin, de l'EOS, du Bitcoin, bien évidemment, de l'Ethereum, du Cardano. Voilà, j'ai pas mal d'un petit portefeuille de crypto. EOS, contre toute attente contre-tendance des autres cryptos, est en hausse. Donc ça c'est la première exception, hein, EOS. Deuxième exception, cette fois-ci sur les marchés actions, ce sont les actions indiennes qui résistent très bien. Les indices actions indiennes, au moment où je vous parle, continuent à battre des records historiques, hein. Ça s'explique parce que justement la Chine souffre, hein, je vous en avais parlé, hein, l'économie chinoise souffre, et évidemment l'Inde se frotte les mains parce que l'Inde achète à la fois à la Russie, elle vend au reste de la planète. Enfin, l'Inde, c'est ça qui est très bien, c'est que l'Inde finalement, elle peut à la fois vendre à la planète entière et s'approvisionner de partout, y compris de Russie, et personne ne prête attention à l'Inde. Tous les regards sont braqués sur la Chine, notamment les Américains, qui veulent clairement mettre la pression sur la Chine par rapport à Taïwan, mais par rapport à son rôle avec la Russie. Mais l'Inde, tranquillement, poursuit son bout de chemin, et on voit les indices indiens battre des records historiques. Et donc ça, évidemment, je vous en parle parce que j'en ai aussi en portefeuille, aussi bien sur les plateformes de trading que sur mon assurance vie, hein. J'ai des fonds sur l'Inde. Donc ça, c'est l'exception. Donc deuxième exception, alors que tous les marchés actions souffrent, on a les actions indiennes qui battent des records historiques. Et troisième exception, cette fois-ci sur les commodities, où on a, alors que la plupart des commodities souffrent, hein, le blé, le maïs souffrent, hein, de la hausse du dollar. Je rappelle que l'euro s'installe cette fois-ci sous la parité avec le dollar, donc il est remonté, et puis là il a rebaissé fortement cette semaine, et cette fois-ci on a réellement cassé la parité, c'est-à-dire que l'euro ne fait pas juste une pointe sous la parité, il s'installe entre 0,99 et 0,9980. On s'installe sous la parité avec le dollar, et évidemment ça met une pression baissière sur l'ensemble des matières premières. Alors il y en a une qui continue à monter, qui s'envole même, qui flambe, et ça c'est inquiétant, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel libellé en dollars ne cesse de monter, et a même, au moment où je vous parle, a même battu des records cette semaine, hein. On frôle quasiment les 10 000, voilà, donc les 10 000 points sur l'indice du gaz naturel. Donc voilà, donc globalement, on a un retour de l'aversion au risque, des marchés, hein, des marchés obligataires qui baissent puisque les taux augmentent, des marchés du crédit qui baissent aussi parce que les spreads de crédit aussi s'écartent, des marchés actions qui baissent, des métaux précieux, des matières premières qui baissent, et de l'énergie qui baisse, sauf le gaz naturel. Donc on a en gros trois choses qui vont à contre-tendance. On a l'EOS, je ne sais pas trop pourquoi, je ne suis pas un expert en crypto. On a EOS côté crypto, on a le gaz naturel côté matière première, et on a les actions indiennes qui aussi résistent bien et continuent, au moment où je vous parle, à battre des records historique. Voilà un petit peu, hein. Donc effectivement, globalement, les marchés ont le blues de la rentrée. Alors on aurait pu s'attendre, honnêtement, quand j'entends les discours de la Fed qui sont très agressifs par rapport à l'inflation, hein, alors que même que les États-Unis sont en récession technique, hein. Je rappelle qu'une récession technique, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, et on l'observe aux États-Unis, à ne pas confondre avec une récession économique qui se traduit, en plus de la baisse du PIB, par une remontée du chômage, etc. Et ça, on ne le voit pas encore, hein. Pour le moment, les salariés sont en position de force, surtout aux États-Unis, et se permettent de démissionner avant même d'avoir retrouvé un autre poste. Donc pour le moment, donc ça évidemment, ça fait peur
au marché parce que ça sous-entend que la Fed pourrait encore continuer à resserrer sa politique monétaire. Alors pourquoi les marchés ne corrigent pas plus? Parce qu'on a une récession technique aux États-Unis, on a une courbe des taux qui est inversée aux États-Unis, hein. Inversion de la pente de la courbe des taux, donc, qui implique que non seulement on est en récession technique aujourd'hui, mais qu'on pourrait encore être en récession dans 12 à 18 mois. Et on a des discours de banque centrale qui sont très agressifs sur les taux. Et pourtant, moi je trouve que les marchés ne s'effondrent pas tant que ça. On a encore des gérants actions, notamment, qui se positionnent sur les marchés, notamment, parce que je connais un petit peu ce milieu, les gérants actions des compagnies d'assurance qui continuent à acheter des actions et à soutenir les cours, hein, notamment le CAC 40, qui je trouve tient bien. Moi je trouve qu'honnêtement, quand on voit ce qui se passe à nos portes en Ukraine, quand on voit les menaces d'inflation, quand on voit tout ça, qu'on a un CAC 40 qui tient, hein, qui n'est pas très loin des 6400 points, moi je trouve que c'est quand même un sacré miracle. Pareil aux États-Unis, hein, certes le Dow Jones a corrigé, mais enfin à 33 000 points, on est encore au-dessus, on est à 10% au-dessus des records historiques avant la crise du Covid. Donc ça tient très très bien. Alors pourquoi ça tient? Alors une des explications, alors moi je vous ai donné des explications, mais une des explications d'ailleurs que je tiens à mes sources que donne d'ailleurs je l'ai, Mathieu de la chaîne InvestStream, hein, donc je vais vous mettre un lien vers sa vidéo. Donc Mathieu donc, de la chaîne InvestStream a fait une très très belle vidéo là-dessus où il explique en fait que ce qui permet au marché de tenir, c'est pas tant les taux d'intérêt, c'est le quantitative easing. C'est-à-dire que ce qui a permis au marché de monter, ça je vous en avais parlé, c'est la planche à billets, puisque les taux étaient à zéro. En fait, les taux étaient à zéro déjà depuis le début des années 2010. Hein. Et pourtant, les marchés ont continué à monter. Parce que ce qui faisait monter les marchés, c'était la planche à billets, c'était le quantitative easing qui a été accéléré avec la crise du Covid. Hein. 20% des dollars américains imprimés depuis l'histoire, depuis l'indépendance des États-Unis en 1776, ont été imprimés juste depuis la crise du Covid. Et en fait, l'inverse du quantitative easing, c'est le quantitative tightening, c'est-à-dire que la Fed doit reprendre les liquidités qu'elle a balancées sur les marchés. Et énorme surprise, hein, et donc ça Mathieu de InvestStream en parle très très bien, avec des graphiques, hein, que je vous engage à voir cette vidéo, très intéressant. Et en fait, la Fed parle beaucoup, elle monte les taux, mais en fait, paradoxalement à ça, elle ne reprend pas toutes les liquidités qu'elle a injectées sur les marchés. Et au contraire, il y a même certains segments des marchés, et ça Mathieu en parle d'ailleurs dans sa chaîne, notamment les MBS, hein, donc le crédit immobilier, hein, qui a été la source de la crise des subprimes en 2008. La Fed continue un quantitative easing sur ce segment de marché pour éviter que les taux immobiliers n'explosent au plafond. Et c'est pour cela que les gérants actions montrent les muscles, ils achètent des actions, ils sont costauds, ils sont très très forts. En réalité, ils sont très informés, ils savent en fait que les banques centrales, elles parlent, elles montrent les muscles, elles montent les taux, notamment aux États-Unis, en Europe ça commence, mais pour le moment, les banques centrales ne reviennent pas sur la planche à billets. Et c'est ce qui évite, c'est ce qui permet d'empêcher les marchés réellement de s'effondrer. Parce que quand on voit les discours agressifs des banques centrales, l'Ukraine, le ralentissement économique, l'inflation, honnêtement, un CAC 40 qui est encore à quasiment 6400 points et un Dow Jones à 33 000 points, honnêtement, ces indices devraient être au tapis avec tout ça. Or, ils tiennent très très bien. Et en fait, ils tiennent très très bien parce que les banques centrales sont loin de revenir sur leur politique de quantitative easing. Le jour où, je ne pense pas trop, je vais être convié à une vidéo le 10 septembre, à une conférence le 10 septembre avec une grosse banque où je vais parler de tout ça. Le jour, si jamais les banques centrales devaient, dans les faits, reprendre toutes les liquidités qu'elles ont mises sur la table depuis le Covid, là les marchés pourraient vraiment aller à la cave. Quand je dis aller à la cave, on pourrait avoir un CAC 40 qui revient à 4000 points, un S&P 500 qui revient à 2500 points et un Dow Jones qui revient à 20 000 points, sans aucun problème. Et évidemment des métaux précieux qui s'effondrent, hein, l'or qui redescend à 1200 dollars l'once, et l'argent à peut-être 12 dollars l'once. Bon, ce qui permet au marché de ne pas s'effondrer, c'est que les banques centrales ne réduisent pas
la taille de leur bilan. Alors, est-ce qu'elles vont le faire? Moi, j'ai une opinion. Moi, je suis assez sceptique. J'en parlerai, hein, je suis en train de rédiger justement des slides là-dessus, une présentation là-dessus. Moi, je suis assez sceptique, mais si jamais d'aventure elles devaient réellement réduire, en plus des montées de taux auxquelles on assiste, de réduire leur bilan, c'est-à-dire revendre toutes les obligations qu'elles ont achetées avec la planche à billets, là, on pourrait vraiment avoir d'énormes dégâts sur les marchés. Ben voilà, écoutez, voilà un petit peu pour cette vidéo un peu de fin de vacances, hein, dans une ambiance encore estivale. Vous voyez, je suis en tenue vraiment encore décontractée. Bon, malheureusement, ça va plus être ça pour très très longtemps. Voilà un petit peu. Bah, en tout cas, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne fin de semaine, une bonne fin d'après-midi, une bonne rentrée, hein, pour pour celles et ceux qui terminent les vacances, hein. Et moi de mon côté, j'espère, voilà, je vais vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché où cette fois-ci, on va reprendre des points de marché plus standards, avec des graphiques, avec des bullet points, avec des extraits de journaux, etc., avec des analyses, on va dire, pour un petit peu vous montrer où se positionnent les marchés sur un graphique. Parce que là, je parle, c'est improvisé, hein, j'ai aucune préparation, je parle, mais effectivement, voilà, vous en doutez bien que c'est pas forcément facile à suivre ce genre de vidéo parce qu'il n'y a aucun support écrit. Et je vous promets que au prochain point, je serai derrière mon PC avec des supports. Il y aura un document évidemment PDF, etc. pour lire le document tranquillement. Voilà, donc je vais reprendre un petit peu mes points plus documentés, on va dire. Voilà, c'est mon troisième et dernier point de ces vacances, hein, estivaux. Et voilà, je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est dit la semaine de la reprise, hein, la semaine du 29 août. Hein. Il y aura aussi eu Jackson Hole qui sera aussi passé par là. Donc je vous parlerai de tout ça lors du prochain point de marché. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'été. Profitez bien de cette chaleur. En Italie, il fait chaud. Je sais qu'en France, il fait encore chaud. On a encore eu des records de température. Donc profitez encore de cette torpeur estivale. Et puis pour celles et ceux qui sont déjà dans les métros, les RER et tous les bus bondés, tout ça, courage. Prenez votre mal en patience et travaillez votre liberté financière, travaillez vos investissements, investissez. C'est vraiment le conseil que je vous donne, investissez. Et si vous ne savez pas par où commencer, comment faire, rapprochez-vous d'un professionnel. Voilà, moi j'y connais rien en médecine, j'ai une question d'ordre médical me concernant, je vais voir mon médecin. J'ai une question concernant un chantier, chantier immobilier, j'y connais rien aux travaux, je vais voir un professionnel du bâtiment. Pour la question des investissements, vous avez des questions, vous voulez vous faire accompagner, consultez un conseiller en investissement ou en gestion de patrimoine. Et voilà, il y en a de très très bons, comme partout. Il y a de bons médecins, de mauvais médecins, il y a de bons conseillers, il y a de mauvais conseillers. Voilà, faites-vous accompagner, mais c'est un conseil à vous donner, investissez. Il ne faut pas laisser votre cash dormir à la banque avec une inflation qui avance. Ça, c'est vraiment la grosse erreur à ne pas faire. Voilà, écoutez, sur ce dernier conseil estival, je vous souhaite bon vent et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un point de marché plus classique. Salut tout le monde!